Cette femme que vous voyez en ce moment vit un véritable enfer. Quelques heures plus tôt, elle dormait, quand en se tournant sur le côté du lit, elle a senti un liquide chaud sur le lit. Et en poussant son mari pour lui demander ce que c'était, elle a été choquée de voir qu'il avait été supprimé par un tir de fusil de chasse à la tête. Peux-tu croire que ce liquide qu'elle a senti était du sang mélangé à de la matière cérébrale? Mon Dieu! Elle affirmait qu'elle dormait à côté de lui, mais qu'elle n'avait rien vu, ni rien entendu. Alors, viens avec moi découvrir cette affaire qui prend un sacré tournant. Et si ce n'était pas pour le témoignage d'une petite fille de 6 ans, la fille de la victime, la mauvaise personne passerait le reste de sa vie en prison. Salut mon beau monde, je suis Sue et soyez les bienvenus sur la chaîne. Si comme moi, vous aimez les affaires bizarres, les crimes réels, les théories du complot et toutes ces curiosités étranges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater, de liker, de commenter, de partager, parce que tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. Ça demande beaucoup de travail de faire ces vidéos de qualité pour vous, alors si vous pouvez nous aider, ce serait vraiment super. Allez, on passe à la vidéo. Alors, découvrons d'abord la victime de cette histoire d'horreur. En 2004, Ben Oxley, un Américain de 32 ans qui vivait dans la paisible ville de Mendon, au Nevada, essayait de reconstruire sa vie. Après un divorce difficile, il travaillait comme technicien en système de climatisation et même avec une routine chargée, rien ne l'empêchait d'assumer le rôle le plus important de sa vie, celui de père. Après une bataille judiciaire intense, Ben a obtenu la garde partagée de sa fille, la petite Alyssa, qui avait alors 3 ans, et depuis, tout ce qu'il faisait, c'était pour elle. Ses amis les plus proches ont raconté que Ben était un super papa, même depuis la naissance d'Alyssa. Il avait complètement changé. Il était déjà quelqu'un de bien, entouré d'amis et considéré comme quelqu'un de vraiment sympa, vous voyez? Mais il arrêtait tout ce qu'il faisait pour répondre aux besoins de sa fille. Pour Ben, Alyssa n'était pas seulement une partie de sa vie, elle était le centre de sa vie. Sa joie, c'était de l'emmener se promener, jouer, danser, chanter des chansons rigolotes avec sa fille. Vous voyez ce genre de choses en chanson? Et s'assurer qu'elle ait l'amour et la stabilité dont une enfant de cet âge avait besoin, plus ou moins. 1 an après le divorce, Ben était super heureux d'avoir réussi à se libérer de son ex-femme et d'avoir obtenu la garde partagée de sa fille. La dernière chose qu'il cherchait, c'était une nouvelle relation. Mais les choses du cœur ne fonctionnent pas vraiment comme ça, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il a rencontré Melissa, une jeune femme au caractère doux, au sourire facile, qui a fini par attirer son attention. Melissa travaillait dans un magasin de matériaux hydrauliques et de construction, où Ben, en tant que technicien en climatisation, avait l'habitude de passer fréquemment pour acheter des fournitures pour son travail. Elle était sympathique, serviable, et ils discutaient toujours un peu quand il y allait. Après quelques visites et discussions là au comptoir, il a finalement pris son courage à 2 mains et a invité Melissa à sortir prendre un café. Et à sa grande surprise, elle a accepté. Dès le début, l'ambiance entre eux était légère et pleine d'affinité. Mais Ben savait que, pour qu'une relation fonctionne, il ne suffisait pas qu'il aime Melissa, sa fille, Alyssa, devait aussi l'approuver. D'ailleurs, lors de ce premier rendez-vous, Melissa a été surprise lorsque Ben est arrivé avec sa petite fille. Comme pour dire, elle vient avec moi, elle fait partie du lot, si tu veux me connaître, tu dois nous connaître toutes les deux. Melissa a dit que la petite fille n'aimait pas partager l'attention de son père avec une autre femme. Elle lui a même lancé « Ne parle pas à mon père ». Je me souviens de l'avoir rencontré. Je ne l'ai vraiment pas aimé. Melissa a trouvé cette réaction géniale et petit à petit, elle est tombée amoureuse autant de Ben que d'Alyssa et de la relation très proche et affectueuse qu'ils avaient tous les deux. Au final, ils ont commencé à sortir ensemble et la petite fille a commencé à traiter Melissa comme si elle était sa mère. Et nous allons bientôt comprendre pourquoi elle a remplacé sa mère biologique aussi facilement. Presque 1 an après cette première rencontre, avec la présence de la petite gardienne de son père, Ben et Melissa ont décidé d'officialiser leur union. Le mariage a eu lieu le 17 septembre 2006. C'était une magnifique cérémonie sur la plage, simplement. Plus qu'une célébration du couple, c'était aussi une fête pour la nouvelle famille qu'ils formaient. Alyssa, qui avait maintenant 4 ans, était demoiselle d'honneur et elle était vraiment très heureuse, elle rayonnait. Vraiment. Lors d'un des moments les plus émouvants de la cérémonie, Melissa s'est agenouillée devant la petite fille, a pris un bracelet argenté personnalisé qu'elle avait fait faire et l'a mis à son poignet. Il était écrit sur le bracelet, exprimant une promesse qu'elles resteraient ensemble pour toujours. Et ce n'était pas seulement symbolique, non.
En effet, récemment, Ben avait obtenu, devant la justice, la garde complète de sa fille. La mère biologique avait perdu tous ses droits sur la petite fille et n'avait plus accès à elle à cause de ses problèmes de drogue. Et il y avait aussi des plaintes des voisins pour mauvais traitement, ainsi que pour ses démêlés constants avec la police, parfois pour conduite en état d'ivresse et parfois pour trouble à l'ordre public. Tu vois. Le même jour que le mariage, Melissa a officiellement adopté Alyssa, devenant légalement la mère de la petite fille, une mère aimante qu'elle n'avait jamais eue. C'était le plus beau cadeau que la petite fille aurait pu recevoir. Après le mariage, Ben et Melissa ont décidé de repartir à zéro, dans une nouvelle maison, dans un quartier plus calme de Mendon. Et, comme une bonne famille est une grande famille, ils ont aussi accueilli le frère adolescent de Melissa, Craig, qui est venu vivre avec eux. L'idée l'était simple, construire un foyer stable, plein d'amour, quelque chose qu'Alyssa n'avait jamais eu dans sa vie. Et la vérité, c'est que ça a marché. Alyssa vivait enfin une routine sécurisante, avec des règles, l'école, de l'affection, de la présence. Cette maison était plus qu'un toit, c'était un foyer où ils ont vécu 1 an et demi, comme si rien ne pouvait mal tourner. Cependant, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer dans la nuit du 21 février 2008. Ce qui semblait être une nuit ordinaire s'est transformé en un véritable cauchemar. Vous voulez voir ? Il était environ 3h30 du matin lorsque le central de police du Nevada a reçu un appel désespéré. De l'autre côté du fil, c'était Melissa, sa voix tremblait. Elle disait qu'elle venait de se réveiller à côté de son mari et qu'il était couvert de sang. Melissa a raconté qu'elle n'avait rien vu ni entendu, elle s'était simplement réveillée et était tombée sur cette scène horrible. Elle-même était couverte de sang, mais sans aucune blessure. Et que se passe-t-il là-bas? Je ne sais pas. Quelqu'un a saccagé notre maison et a cassé pendant que je dormais. Il s'est tiré dessus, non. Où est le mari dans notre salon? D'accord. Il est réveillé? Non, il est mort. Donc tu penses que quelqu'un est entré et lui a tiré dessus? Oui. Sur l'enregistrement, Alyssa s'est réveillée, est entrée dans la chambre et a demandé ce qui se passait. Et Melissa l'a prise dans la chambre et l'a emmenée dehors pour qu'elle ne voie pas son père dans cet état. Tu imagines? Je sais. Ils ne savent pas à qui tu parles maintenant, ma fille. Sous le choc, avec sa fille de 6 ans dans les bras, elle parlait à la police tout en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Apparemment, quelqu'un est entré dans la maison pendant la nuit et a tiré sur Ben pendant qu'il dormait. As-tu vu quelqu'un? Non, même pas là. La porte d'entrée ne s'est pas ouverte quand tu es allée te coucher, elle reste normalement ouverte. Oui. C'est là qu'elle a entendu quelqu'un marcher dans la maison. L'intruse était encore en bas, dans la cuisine. Regarde ça. Elle a appelé le policier qui a dépêché une patrouille chez la famille. Il y a quelqu'un ici. Quelqu'un ici? Je ne pense pas que tu entendes ce que tu entends. Quelqu'un, je crois. Dans ma cuisine, tu entends quelqu'un dans ta cuisine, oui? Quelqu'un est en train de courir pour sortir. Quelques minutes après l'appel, la police est arrivée chez les Oxley et ce qu'ils ont trouvé a immédiatement déclenché toutes les alertes. La porte d'entrée était grande ouverte, toutes les lumières étaient éteintes et il régnait un silence absolu. Les agents ont dégainé leurs armes et ont commencé à entrer prudemment, un par un, prêts au pire. Ils ignoraient ce qu'ils trouveraient, un corps, un survivant ou pire, l'assassin encore là. Chaque pas dans la maison était tendu. La lampe de poche balayait tous les recoins, les couloirs sombres, pendant que les policiers criaient « Police, levez les mains !» Et là, rien. Aucune réponse. Aucun bruit. Juste ce genre de silence qui vous donne des frissons dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Les policiers ont continué à fouiller la maison jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'une des pièces. Et quelque chose a attiré leur attention. Un léger mouvement sous la couette. On aurait dit que quelqu'un se cachait. Aussitôt, ils pointent leurs armes et crient « Sors de là, sors les mains en l'air, c'est la police !» Et là, soudainement, un garçon surgit de sous la couverture, complètement effrayé, les mains en l'air et le visage paniqué. C'était Craig, le petit frère de Melissa, âgé de 17 ans et jusqu'à présent, personne ne savait qu'il était dans la maison. Il dit qu'il dormait et n'avait rien entendu, mais s'est caché en entendant des hommes marcher dans la maison, pensant à des voleurs. Après la frayeur, une fois l'adrénaline retombée et les policiers ayant failli cribler Craig de balles, les policiers sont retournés dans le couloir. Et c'est là qu'ils ont vu Melissa debout, les yeux écarquillés et le visage en état de choc. Elle tenait son téléphone dans une main, toujours en ligne avec le 911 et, de l'autre, elle portait Alyssa dans ses bras. Melissa était couverte de sang, mais sans aucune blessure visible. Les policiers sont passés devant elle et sont allés directement dans la chambre principale
où ils ont eu la confirmation. Le corps de Ben était sur le lit, immobile, avec une blessure de fusil à pompe à l'arrière de la tête. Quelle horreur! Tout indiquait qu'il avait été tué pendant son sommeil. Aucun signe de lutte et rien n'avait été volé dans la maison, ce qui laissait penser qu'il s'agissait d'une exécution. Vraiment. Dès les premières heures de l'enquête, la police a commencé à reconstituer le puzzle et un détail a attiré l'attention. La maison ne présentait aucun signe d'effraction, pas de fenêtres brisées, de portes forcées, de serrures endommagées, rien, tout était intact. On en a déduit que le meurtrier était déjà dans la maison. Melissa affirme avoir dormi près de son mari sans rien entendre. Les enquêteurs se sont alors concentrés sur Craig, le frère de Melissa, seul présent dans la maison cette nuit-là. Dans sa chambre, ils ont trouvé 2 cartouches du même calibre que l'arme utilisée lors de l'attaque. Les choses ne s'annonçaient pas bien pour Craig. Son comportement réservé et le fait qu'il ait été trouvé en train de se cacher n'ont fait qu'augmenter les soupçons. Pour la police, tout cela était très étrange et Craig est devenu le principal suspect. Tout le monde a été emmené au commissariat et là, ils ont été séparés et placés dans des salles différentes, y compris la petite Alyssa. Au commissariat, d'autres policiers l'ont prise en charge. La pauvre petite ignorait tout de la situation et réclamait sans cesse son père. C'était déchirant. Dès le début, tous les indices semblaient pointer vers Craig. Il était jeune, il habitait dans la maison, il était là au moment du crime et surtout, il était passionné par les perceuses. Il pratiquait la chasse sportive depuis son jeune âge, savait manier les fusils de chasse et possédait plusieurs autres armes conservées chez lui. De plus, les enquêteurs ont trouvé 2 cartouches de fusil de chasse dans sa chambre, du même calibre que celui utilisé pour éliminer Ben. Tout cela, ajouté au fait qu'il se cachait sous les couvertures, semblait beaucoup trop suspect pour être une simple coïncidence. La police a donc demandé un test de résidus de poudre sur les mains de Craig pour vérifier s'il avait tiré avec une arme récemment. Mais quand les résultats sont arrivés, eh bien, rien. Aucune trace de poudre, aucun signe qu'il avait tiré cette nuit-là. Ainsi, Craig a été écarté comme auteur du tir, ce qui d'une certaine manière a été un soulagement pour la famille, n'est-ce pas? Avec Craig hors de cause, la police a tourné toute son attention vers Melissa. Regardez, après tout, elle était la seule autre adulte dans la maison cette nuit-là, en plus d'être allongée à côté de Ben au moment où il a reçu une balle dans la tête. Les détectives n'arrivaient tout simplement pas à accepter l'idée que quelqu'un puisse dormir à côté d'une victime d'un coup de feu, d'une perceuse, qui fait un bruit énorme, n'est-ce pas? Et ne rien remarquer du tout. Ce n'est pas étrange, n'est-ce pas? Melissa a été appelée pour l'interrogatoire et selon les propres enquêteurs, elle a été mise sous pression. Du début à la fin, ils voulèrent des réponses. Comprendre comment c'était possible, n'est-ce pas, mes amis? J'ai des problèmes dynamiques, d'accord? Comprenez que je ne travaille pas sur la base des émotions des gens. Je ne travaille pas sur la base de la passion. Je dois travailler sur la base des preuves. C'est comme ça que nous travaillons. Ce que je vois et je dois te confronter à certaines choses pour m'assurer que je comprends ce qui se passe. Une autre chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi, si quelqu'un lui a tiré dessus, n'est-ce pas, pourquoi tu n'as rien entendu ou rien vu? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Et j'ai vraiment besoin que tu me dises la vérité. Je sais, je ne sais pas. D'accord, pourquoi? Ils ont laissé un témoin juste là, qui était en face d'eux, quand ils ont appuyé sur la gâchette. Je dormais, j'ai un sommeil profond. Pourquoi ils t'auraient laissé là? Tu vas bien? Je ne sais pas quoi te dire. Seule la vérité, c'est ce que j'espère que tu es en train de me donner. Je sais. Je sais que ça n'a pas de sens pour toi, mais ça n'en a pas non plus pour moi. Melissa comprend que je ne suis pas en train de te blâmer et je te demande de m'aider à résoudre le problème. Je sais qu'avec ces questions que j'ai, tout va bien. Et plus elle répétait qu'elle dormait, qu'elle ne s'était réveillée qu'après le coup de feu, plus les agents se méfiaient. Le ton des questions montait. Les détectives avaient du mal à croire qu'on puisse être tué à quelques centimètres par un tir de fusil à pompe. Et l'autre, tout simplement, ne se réveille qu'après. C'est un peu étrange, non? Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Non. Ils sont sortis de cet interrogatoire convaincus que l'épouse avait supprimé son mari, mais ils n'arrivaient pas à identifier le mobile de ce crime. Mais même s'ils la soupçonnaient, la vérité, c'est qu'ils n'avaient aucune preuve contre elle. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Aucun résidu de poudre n'a été trouvé sur Melissa, aucun indice direct de son implication, seulement le fait étrange qu'elle se trouvait à côté de la victime. Juste au moment où Ben s'est fait exploser la cervelle par un fusil de chasse et, selon elle, elle n'a rien vu ni entendu.
C'est pourquoi ils ont été obligés de relâcher Melissa et Craig jusqu'à la fin de l'enquête. Mais peu de temps après, une information est apparue qui a ravivé les soupçons. Si vous suivez notre chaîne depuis un moment, vous devinez sûrement de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Assurance vie, Ben avait souscrit une police d'assurance vie d'une valeur de 400 000 $. Ce qui, si l'on corrige pour l'inflation, équivaut à 3,5 millions de réés aujourd'hui. Et bien sûr, Melissa était la seule bénéficiaire. Vous voyez le tableau. La découverte de cette police a suscité la méfiance, surtout parmi les membres de la famille de Ben, qui auparavant adoraient Melissa, mais qui ont commencé à croire qu'elle avait pu supprimer le pauvre Ben. Juste pour, vous voyez, mettre la main sur ce pactole, n'est-ce pas? Avec l'enquête toujours en cours et Melissa étant la principale suspecte, la justice a décidé d'agir de manière préventive. Le juge a estimé que, jusqu'à ce que tout soit éclairci, le plus sûr était d'éloigner Melissa de cet environnement. Et c'est ainsi que, temporairement, la garde de la fillette a été retirée à Melissa et confiée à la mère biologique. Dawn, la même qui, des années auparavant, avait perdu tous ses droits sur sa fille pour négligence. Dawn était une femme avec un passé compliqué, elle avait des problèmes de drogue, avait déjà été emprisonnée plus d'une fois, et elle a perdu la garde de sa fille précisément parce qu'elle n'a pas pu offrir un foyer sûr. Mais à ce moment-là, elle était la seule parente directe, vivante et, techniquement, sans accusation en cours. Lisa a donc dû tout laisser derrière elle, sa chambre, son école, sa routine. Et la femme qu'elle appelait maman s'est retrouvée à vivre dans une maison avec des personnes qu'elle connaissait à peine. Sa mère, son nouveau petit ami, James Matlin, et d'autres enfants que Dawn avait eu de relations précédentes. Il n'y avait aucun lien, aucune intimité. Tu imagines? Pour une fillette de 6 ans qui vivait récemment une enfance stable et aimante, tout cela fut un choc. Ce qui l'a blessée le plus, c'était l'absence de Melissa. Même sans vraiment comprendre ce qui se passait, elle ressentait le manque de la femme qui l'élevait depuis l'âge de 3 ans. La femme qui coiffait ses cheveux, lui lisait des histoires avant de dormir, et qui avait fait une promesse, le jour du mariage, d'être toujours à ses côtés. Mais pour elle, il semblait que Melissa avait rompu cette promesse. Dès que Lisa est allée vivre avec sa mère biologique, une nouvelle vague de rumeurs a commencé à se répandre dans la petite ville de Mendon. Presque tout le monde avait déjà une opinion à leur sujet. Melissa était coupable, après tout. Elle était dans le lit avec Ben au moment du tir, elle s'en était sortie indemne et maintenant elle avait perdu la garde de sa fille. Pour beaucoup de gens, cela suffisait déjà comme preuve. Et celle qui a tenu à renforcer ce récit, c'était justement Dawn. Elle a commencé à dire ouvertement qu'elle croyait que Melissa avait tué Ben. Elle racontait ça aux voisins, aux amis et même à Melissa elle-même. Mais ce à quoi Dawn ne s'attendait pas, c'est que, même à 6 ans, Alicia ne s'est pas laissée influencer. Pas contre tout et contre tous. La fillette croyait en l'innocence de la femme qui l'avait élevée. Elle se rappelait l'amour, la sécurité et les moments heureux, et était certaine que Melissa n'aurait jamais pu faire cela. Même si elles étaient séparées, Alicia appelait encore Melissa « maman ». Et au milieu de tout ce chaos, elle était la seule à refuser de croire ce qu'on disait sur Melissa. C'est alors que les enquêteurs ont commencé à se rendre compte que peut-être la pièce la plus importante de ce puzzle se trouvait devant eux depuis le début. Les enquêteurs ont décidé de lui parler, et c'est là que tout a commencé à changer. Au revoir Ben. Quand ils lui ont demandé si elle se souvenait de quelque chose de cette nuit où son père est mort, à la surprise générale, Alicia a dit quelque chose que personne n'attendait. Elle a raconté qu'elle s'était réveillée au milieu de la nuit à cause d'un bruit venant de la porte d'entrée de la maison. La porte de sa chambre était entrouverte et elle a vu une silhouette étrange traverser le couloir, puis une autre personne entrer dans sa chambre et l'observer. Elle ne savait pas dire qui c'était, elle n'a pas reconnu le visage, mais elle savait que ce n'était ni son père, ni Craig, ni Melissa. Alissa, quel âge as-tu? Et tu savais qui ils étaient? Homme, femme, je ne sais pas. Avec tous ces mots, Alicia a complètement bouleversé toute l'enquête et la théorie des enquêteurs de haut. Jusque-là, ils étaient certains que le meurtrier devait être quelqu'un de l'intérieur de la maison, et en fait, ils étaient convaincus que la coupable était Melissa. Suite à cette nouvelle, les enquêteurs ont repris à zéro et ont examiné la vie de Ben pour identifier toute personne ayant pu vouloir sa mort. Un ennemi, une dette, un conflit, n'importe quoi, non? Mais écoute, rien du tout. Ben était vraiment quelqu'un de bien,
un homme travailleur, dévoué à sa famille, à sa fille, apprécié de tous ses amis et collègues. Il n'avait aucun antécédent de dispute, il n'avait pas d'ennemis déclarés. Et c'est là que le nom de Dawn est revenu en force. La femme qui avait perdu la garde de sa fille, qui était obligée de payer une pension alimentaire de $200 par mois, soit environ 1700 réés aujourd'hui, et qui, du jour au lendemain, avait retrouvé sa fille dans ses bras. Apparemment, elle était la seule personne avec un motif clair de détester Ben. Et pour empirer, son nouveau petit ami James vivait avec Dawn. Contrairement à Floxy Cherry, il avait un casier judiciaire très long. Désormais, le couple était au cœur de l'enquête. Ils ont mis des enquêteurs à les suivre 24 heures sur 24 et la stratégie n'était pas du tout d'être discret. Ils leur montraient délibérément qu'ils étaient suivis par la police, sortaient l'appareil et les prenaient en photo, sans aucune gêne, tu vois. Leur objectif était de les faire se sentir sous pression et de finir par commettre une erreur. Les deux assuraient avoir passé la nuit du crime ensemble à la maison devant un film. Un alibi parfait, non. Mais lorsque les détectives sont allés chercher les images des caméras de sécurité du quartier, la première faille est apparue. James a été surpris en pleine nuit dans une supérette qui se trouvait sur le chemin entre la maison de Ben et la leur. Précisément à l'heure où il disait être chez lui, en train de regarder un film. De plus, le passé de Dawn ne jouait pas en sa faveur. Non, elle avait déjà été arrêtée plusieurs fois, avait de sérieux problèmes de drogue et avait perdu la garde de sa propre fille des années auparavant pour négligence. Les voisins ont témoigné qu'elle laissait ses enfants à la maison sans aucune nourriture. Quand elle partait dormir chez un petit ami, les enfants allaient chez les voisins demander à manger. Vous pouvez y croire, mes amis? Dawn et James ont été appelés à témoigner, mais il n'en est pas vraiment sorti grand-chose. Tous les deux ont gardé la même histoire répétée. Ils ont affirmé être chez eux devant un film et ont tout nié, prétendant ne rien savoir. Mais les enquêteurs savaient déjà que l'alibi avait des failles et ils attendaient juste une occasion, et cette occasion est venue de là où personne ne s'y attendait. Quelques jours après leur déposition, le fils adolescent de Dawn, appelé Devin, s'est présenté volontairement au commissariat. Seul, il s'est assis devant les enquêteurs et a dit « Je dois raconter ce que j'ai entendu cette nuit-là ». Devin a révélé que, la veille du meurtre, il avait entendu sa propre mère perdre le contrôle à la maison. Elle et James avaient bu toute la journée et étaient déjà complètement ivres de cachaça. Il a dit qu'elle criait de colère, disant que Ben avait ruiné sa vie, qu'elle détestait devoir payer une pension alimentaire et qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Parce qu'il lui avait retiré la liste, elle était complètement hors d'elle. Elle a dit plusieurs fois qu'elle voulait que Ben meure et à ce moment-là, James disait « Il suffit de me donner l'ordre et je règle ton problème ». Avec la déposition de Devin en main, les enquêteurs ont emmené James une fois de plus pour l'interroger et ont vraiment mis la pression. Je l'ai tué. Tu crois vraiment devant Dieu que j'ai fait ça? Tu étais impliqué? J'ai beaucoup d'informations, je vais t'expliquer. On t'observe depuis 6 mois, à chaque appel téléphonique. D'accord, donc c'est un entretien très important pour toi, tu dois être honnête. James. Nous aurons ces conversations, tu ne peux pas mentir. Oh mon Dieu, dis-moi tout de suite, est-ce que j'ai tué Ben? Non, est-ce que je sais qui a tué Ben? Non, est-ce que Dawn a tué Ben? Non, est-ce que je sais quelque chose sur le meurtre? Non. Est-ce que toi et Dawn avez été impliqués de quelque manière que ce soit dans la planification de la mort de... Non. Je te regarde dans les yeux, je ne l'ai pas tué, je n'ai rien à voir avec ça. La stratégie a fonctionné. Face aux preuves, aux mensonges dévoilés et maintenant à l'accusation venant de sa propre famille, James a finalement avoué. Il a raconté qu'il n'avait pas agi seul et que le meurtre de Ben avait été planifié. Et la tête pensante derrière tout cela, c'était Dawn. Selon James, elle a tout organisé, allant jusqu'à dessiner le plan de la maison pour lui indiquer le chemin jusqu'à la chambre du couple. C'est horrible. On dit qu'elle voulait absolument chasser Ben de sa vie définitivement. Elle voulait arrêter de payer les $200 de pension alimentaire, par mois récupérer la garde d'Alyssa et simplement effacer son ex-mari de la carte. Dans la nuit du crime, Dawn et James sont entrés dans la maison des Oxley vers 3h du matin, pendant que tout le monde dormait. Dawn était censée attendre dans la voiture. Elle est finalement entrée dans la maison et s'est dirigée vers la chambre de sa fille, tandis qu'il allait dans celle du couple. Là, ce qu'Alyssa avait vu a commencé à prendre sens. L'ombre que la petite fille a vue dans le couloir n'était pas celle d'un simple voleur, c'était celle de sa propre mère. Vous vous rendez compte? James est allé dans la chambre et a tiré sur la tête de Ben. Il a confirmé que Melissa ne s'est pas réveillée, même avec le bruit du coup de feu.
Quel sommeil profond elle a, non? Le plan était d'éliminer les deux, mais pour une raison quelconque, il a abandonné et s'est enfui en courant. Tous les deux sont montés dans la voiture et sont partis à toute vitesse. Avec cet aveu, l'affaire a enfin pris tout son sens. Et, le plus effrayant dans tout ça, c'est que la fillette de 6 ans vivait tout ce temps avec les 2 personnes responsables du meurtre de son propre père. Les policiers ont agi rapidement. Don et James ont été arrêtés et accusés du meurtre de Ben. La garde d'Alyssa a été immédiatement retirée à Don, et après tout ce temps, elle a enfin pu retourner auprès de Melissa. Après des mois de séparation, d'écoute de mensonges, de soupçons et de vies séparées à cause d'un crime qui a détruit leur vie, elles étaient réunies. De nouveau. Alyssa a couru dans les bras de sa belle-mère, la mère qu'elle avait choisie, n'est-ce pas? 4 ans après le meurtre, en janvier 2012, le procès a commencé. James et Don se sont assis sur le banc des accusés d'avoir planifié et exécuté l'assassinat de Ben. On s'attendait à ce que les deux soient condamnés ensemble, mais les choses ne se sont pas passées exactement comme on l'imaginait. Non. Pendant le procès, Melissa a témoigné et a fait face à l'homme qui a détruit sa famille, détaillant l'impact de la perte de Ben. Et tout ce qu'elle a vécu. Cette nuit-là, Alyssa, qui avait déjà 10 ans, était également présente, et Devon, le fils de Dawn, a aussi témoigné. Il a affirmé que sa mère avait montré de la haine envers Ben et a révélé qu'elle le tenait pour responsable de la perte de la garde de sa fille et de la pension qu'elle était obligée de payer. Il a raconté qu'il avait grandi dans un environnement instable, entouré de dépendance à la drogue, de négligence et de violence. Et il a raconté que sa propre mère avait planifié un meurtre juste devant lui, cette nuit fatidique. Mais ensuite est venue la mauvaise surprise. Même avec toutes ces preuves et témoignages, les procureurs avaient peur que le jury ne soit pas complètement convaincu et qu'ils finissent par les acquitter par manque de preuves concrètes. Alors, ils ont proposé un accord d'immunité totale à Dawn en échange de son témoignage contre James. Oui, c'est bien ça, mes amis. La femme qui a tout planifié, qui a manipulé tout le monde impliqué, s'en est sortie sans aucune punition, d'accord? James a assumé la responsabilité du tir et appelé des coupables de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Maintenant, écoute ça, j'étais choquée. Juste après la condamnation de James, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alyssa, à l'âge de 10 ans, a demandé à parler à l'homme qui avait tué son père. Les policiers ont accepté et ils se sont rencontrés dans une salle privée. Elle lui a dit qu'elle lui pardonnait et qu'elle espérait qu'il trouve la paix. Incroyable, non? Cette fille est vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Dites-le nous dans les commentaires. Alyssa est revenue vivre avec Melissa et ensemble, elles ont reconstruit leur vie. Malgré les épreuves, elles restent mère et fille et la famille s'est agrandie. Melissa a également adopté Brandy, une autre fille de Dawn et demi-sœur d'Alyssa, qui s'est retrouvée sans soutien après l'emprisonnement de sa mère. Aujourd'hui, toutes les 3 vivent comme une vraie famille. La douleur de la perte n'a jamais disparu, mais l'amour qui est resté a été fort et suffisant pour aller de l'avant. Alors voilà mes amis, quelle histoire n'est-ce pas? C'est vraiment bizarre. Vous avez aimé? Laissez un like, commentez ici pour nous aider à continuer à grandir sur la chaîne, parce que votre soutien est fondamental. D'accord, et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt. Horrible.